Tout ce que vous devez savoir sur les gains en capital non réalisés sur l'actif des riches. Vous êtes sur Liberté Financière TV. Pour les non-initiés, le gain en capital non réalisé sur les actifs renvoie au gain ou profit sur dégagé d'un investissement qui n'a pas encore été vendu et qui demeure toujours parmi nos biens. En d'autres termes, il s'agit d'un gain calculé sur la valeur du bien dans notre patrimoine à un moment donné. On parle aussi de gain latent car aucune transaction, notamment une vente, une donation, une cession ou autre disposition, en espèces n'a encore eu lieu. Dans le monde financier, habituellement, seuls les gains déjà réalisés sont imposables. La demande d'imposition des gains en capital non réalisés n'est pas nouvelle mais il est dans l'air du temps. D'ailleurs, il est apparu aux nouvelles qu'aux États-Unis certains députés voudraient imposer le gain en capital latent sur les gains en crypto-monnaie des super riches. En outre, la crise qui sévit depuis l'arrivée du coronavirus a de nouveau soulevé la question car les regards se sont à nouveau posés sur les inégalités accrues entre les super riches et le reste de la population. C'est dans cet ordre d'idées que l'imposition des gains en capital latent a été mise de l'avant. D'un autre côté, les personnes visées se demandent s'il est juste de faire porter le fardeau de la relance économique sur les épaules des super riches. Afin d'aborder cette question, il serait bon de rappeler comment fonctionne le gain en capital et dans quelle mesure une telle imposition est envisageable par le gouvernement. Comment les gains en capital sont-ils imposés? Les gains en capital sont soumis à un régime différent des autres types de revenus que nous gagnons. L'imposition du gain en capital s'opère lorsque nous disposons du bien. Les règles d'imposition du gain tiré de la vente d'un actif diffèrent d'un pays à un autre mais, le système actuel au Canada, comme certains pays est le suivant. La moitié de vos gains en capital réalisés sont imposables et vous devez les déclarer dans votre déclaration de revenus. Supposons que vos gains en capital s'élevaient à 300 $ une année, alors seulement 150 $ seront imposables. Les plus-values provenant de la cession de la résidence principale sont totalement exonérées d'impôts. Regardez à ce sujet les vidéos que nous avons déjà faites. Les contribuables peuvent obtenir une exonération fiscale pouvant aller jusqu'à 892 218 $ pour la vente de propriétés agricoles ou de pêche et d'actions de petites entreprises. Les gains en capital sont imposés sur une base de réalisation. Jetons un coup d'œil à la richesse des milliardaires. Si de nombreuses personnes réclament le changement de la règle qui consiste à payer l'impôt sur le gain en capital uniquement au moment de la réalisation des gains, la raison en est que l'écart entre le reste des citoyens et les riches se creuse de plus en plus. Le classement des milliardaires du monde, le Forbes 2021, montre à quel point ils sont riches les super riches. Ainsi, il y a 2755 milliardaires sur Terre. Ce nombre pourrait avoir augmenté de 660 de plus en 2021. Et ensemble, ils détiennent 13,1 billions de dollars de richesse, soit 8 billions de dollars américains en 2020. Rappelons-nous que cette augmentation de la valeur nette de ces personnalités super riches s'est produite alors que près de la moitié des 3,3 billions de travailleurs mondiaux étaient confrontés au risque de perdre leur emploi en raison de la pandémie. Ainsi, une grande partie de la main-d'œuvre mondiale a éprouvé des difficultés à joindre les deux bouts et à nourrir leur famille pendant le confinement, ou n'avaient pas les moyens de gagner un revenu pendant que certains ultra-riches s'en mettaient plein les poches. Regardez notre vidéo sur les gagnants de la COVID que nous avons publiée sur cette chaîne. D'ailleurs, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon par exemple, lui seul pèse environ 177 billions de dollars. Tandis que Elon Musk, entrepreneur et magnat des affaires et CEO de Tesla vaut pas moins de 151 billions, un montant qui est en constante augmentation. Le paysage économique du Canada traduit lui aussi une certaine forme d'inégalité. Le tableau de l'inégalité de la richesse au Canada. Au Canada, la situation n'est ni différente ni meilleure. La richesse de la communauté des super riches continue d'augmenter même pendant la pandémie au Canada. Après l'épidémie de coronavirus, les inégalités de richesse ont atteint un nouveau sommet dans le pays. Aujourd'hui, seul 1% le plus riche de la population super riche détient 25% de la richesse du Canada. La richesse globale des 87 familles canadiennes les plus riches est supérieure à celle des 12 millions de Canadiens les plus pauvres réunis.
L'écart de richesse qui se creuse rapidement dans la société canadienne suscite des inquiétudes, car un niveau plus élevé d'inégalité de la richesse peut causer des dommages au niveau de la croissance économique globale du pays. S'attaquer à l'inégalité des richesses dans la nation n'est donc pas un problème superflu. Essayons de comprendre. Quels sont les problèmes du régime fiscal actuel? On peut citer au moins 3 moyens qui permettent aux riches de conserver leurs actifs, en dehors des paradis fiscaux. Si ces moyens sont à la disposition de tous, dans la mesure où ils ne sont pas plafonnés, beaucoup le dénoncent en estimant que ceux-ci profitent aux riches et super riches de manière outrancière. Il s'agit de gains en capital latent sur les actifs. Il est dénoncé car on estime qu'il ne permet pas de prendre en compte la variation dans les richesses et les actifs des personnes très riches, l'absence d'impôts sur les héritages, les prêts sur la valeur des portefeuilles, les abris fiscaux, gains en capital latent sur les actifs. Comme de nombreux autres pays, le Canada suit un régime fiscal progressif. Théoriquement, un système fiscal progressif joue un rôle essentiel dans l'atténuation des inégalités de richesse, car il garantit que tous les contribuables paient le même taux d'imposition au même niveau de revenu. Par conséquent, les personnes ayant un revenu plus élevé paient des impôts plus élevés tandis que celles à faible revenu paient moins d'impôts. Mais au fil des ans, le système fiscal est devenu moins progressif qu'il n'en a l'air, notamment au niveau des revenus supérieurs, car en réalité, plus on est riche et plus on dispose d'outils, de moyens et de ressources de toutes sortes, avocats, fiscalistes, comptables, conseillers, banques, pour optimiser leurs impôts et s'assurer de se retrouver dans une tranche basse d'imposition. Par conséquent, de l'avis de plusieurs, ce système progressif ne joue plus vraiment son rôle dans le sens de la réduction des inégalités de richesse puisque les personnes ayant un revenu très élevé sont les seules à avoir la possibilité de réduire drastiquement leurs impôts, ce qui n'est pas à la portée de tous, loin s'en faut. L'un des problèmes importants du système actuel est qu'il ne tient pas du tout compte de l'évolution de la richesse des contribuables avec le temps. Au lieu de cela, il se concentre uniquement sur le capital réalisé. Or, pour les partisans de l'imposition des gains latents, imposer uniquement le capital réalisé encourage les contribuables à reporter indéfiniment la vente de l'actif. De nos jours, seule une partie négligeable des super riches réalise leurs gains en capital chaque année. Au lieu de cela, ils les transmettent aux générations futures en mettant en place des montages complexes et fiscalement optimisés, ce qui ne signifie pas que cela est illégal. Les riches ont donc la possibilité de s'organiser afin qu'à leur décès, leur héritier n'ait pas à payer d'impôts sur les gains en capital accumulés. Et certains biens par nature sont exemptés d'impôts en raison de leur nature. Tel est le cas de la résidence principale. Ainsi, par exemple, la base de l'actif reçu par l'héritier sera sa valeur marchande au moment du décès de son détenteur. Par exemple, votre grand-père a acheté une immobilisation d'une valeur de 200 $. Il n'a pas vendu cet actif jusqu'à sa fin et vous l'a transmis. Lorsque vous avez reçu l'actif, sa valeur marchande était de 500 $, ce qui sera la valeur de base de l'actif pour vous. Et vous n'avez pas besoin de payer d'impôt sur 300 $, 500 $ à 200 $. Supposons qu'après quelques années, vous vendez cet actif à 900 $, alors vos gains en capital seront de 400 $, 900 $ à 500 $, et seulement la moitié de celui-ci sera imposable. Précision que cette possibilité est offerte à tous quel que soit le niveau de revenu des personnes et cette exonération est également possible si le bien est vendu du vivant. Pourtant, de l'avis de plusieurs, cette exonération devrait être plafonnée à un certain montant afin de taxer les riches, les super riches et les personnes qui spéculent sur ces biens. Contrairement à la classe moyenne ou aux familles à faible revenu et dont la richesse se compose principalement de leur résidence principale ou et d'épargne pour la retraite, la richesse des riches comprend quant à elle spécialement des actions de sociétés ouvertes ou d'entreprises privées. Avec une hausse du prix des actions, et aujourd'hui des crypto-monnaies, la valeur nette de ces super riches augmente également. Bien qu'il y ait de nombreux projets foireux et des escroqueries, il n'empêche que l'explosion de la crypto-monnaie a fait de nouveaux milliardaires ou augmenté la richesse de ceux qui l'étaient déjà. Selon les chiffres rendus récemment publics, Elon Musk aurait gagné près d'1 milliard de dollars sur son investissement dans le Bitcoin il y a moins d'1 an. Les prêts sur la valeur des portefeuilles. Habituellement, les riches du monde entier profitent d'une augmentation du cours des actions et d'une baisse des taux d'intérêt. Pour financer leur style de vie ou acquérir de nouveaux actifs,
Ils contractent généralement des prêts en utilisant leur portefeuille d'obligations, d'actions et d'autres placements tels que les assurances vie comme garantie. Le recours aux avances sur titre est excellent moyen pour le plus riche d'avoir accès à de la liquidité sans avoir à réaliser leur actif. Ces prêts sur titre sont des crédits à court terme accordés par les institutions bancaires aux personnes physiques ou morales et dont le remboursement est assuré par le nantissement de titres financiers en faveur de la banque. Il est possible d'emprunter quelquefois jusqu'à 50% de la valorisation des valeurs éligibles du portefeuille. Ces possibilités d'accès facile à de la liquidité les aident à reporter la vente d'actions ou placements et à éviter ou reporter l'impôt sur les gains en capital. Ce type de dette permet de financer d'autres projets, tout en continuant d'arbitrer, d'acheter, de conserver ses biens et titres tout en disposant de vos fonds, sous réserve bien sûr de respecter le ratio d'endettement. De plus, ils réussissent à obtenir des taux d'intérêt les plus bas possibles, plus encore en ces temps de faibles taux généralisés. Pareillement, les riches peuvent négocier des conditions de remboursement très flexibles et amplement favorables. Même si le bénéfice avant impôt de l'actif est ainsi grugé par le prêt, ces ultra-riches seront gagnants à mesure que la valeur des actifs collatéraux augmentera. Ce type de crédit présente des avantages considérables sur les prêts hypothécaires et automobiles. Ces avances sur titre requièrent un minimum de paperasse, sont rapides et n'apparaissent pas sur le dossier de crédit de l'emprunteur. Bien qu'il existe de nombreuses autres échappatoires dans le système fiscal actuel, elles nécessitent chacune une attention particulière pour réduire les inégalités de richesse. En dehors des moyens mentionnés ci-dessus, les super riches utilisent de nombreuses autres tactiques pour éviter de payer des impôts. Comment les riches évitent de payer des impôts? Bien des super riches du monde paient zéro montant comme impôt sur le revenu. Cela se produit parce que leur richesse est principalement liée à des obligations, des actions et d'autres investissements qui ont de la valeur mais ne sont pas imposables annuellement. Lorsqu'on voit la valeur nette de Jeff Bezos, passer à environ 67 milliards de dollars américains en 2016 à 177 milliards de dollars américains en 2021. Lorsqu'on sait qu'il n'a payé aucun impôt sur le revenu pendant plusieurs années au cours des 2 dernières décennies, beaucoup sont choqués. L'histoire n'est pas différente pour la deuxième personne la plus riche, Elon Musk, dont la valeur nette est passée de 11,6 milliards de dollars américains en 2016 à 151 milliards de dollars américains en 2021, tout en payant quasiment zéro impôt sur le revenu en 2018. Selon des données récentes, le taux d'imposition moyen des 400 familles américaines les plus riches s'élève à 8,2%, ce qui est beaucoup plus bas que celui payé par un ménage américain moyen. Au Canada, les 20% des familles qui gagnent le revenu, c'est-à-dire celles dont le revenu annuel est supérieur à 206 267 $, paient 63,2% de l'impôt fédéral et provincial sur le revenu et 54,7% de tous les impôts. La part du 1% le plus élevé dans le total de l'impôt payé est passée de 11,3% en 1997 au Canada à 14,7% en 2017. Néanmoins, les Canadiens paient plus d'impôts que leurs grands voisins parce qu'il y a des impôts ou des taxes supplémentaires ou à des taux un peu plus élevés qui ne sont pas nécessairement basés sur le principe du taux d'imposition progressive basé sur le revenu. On peut citer les taxes foncières et municipales, les taxes sur le carburant, les taxes de vente fédérales et provinciales, ou encore le droit de mutation sur l'achat d'une propriété, et bien d'autres. Selon Forbes, tels que nous pouvons les voir sur le tableau, la valeur nette combinée des 25 premiers Américains a connu une augmentation de 401 milliards de dollars de 2014 à 2018, alors qu'ils n'ont payé qu'un total de 13,6 milliards de dollars d'impôts fédéraux sur le revenu au cours de la même période. Parmi eux, Warren Buffett est celui qui a le plus évité de payer des impôts. Il n'a payé que 0,10% de sa fortune à titre d'impôt de 2014 à 2018. Le tableau suivant présente les 4 milliardaires américains les moins payants, de 2014 à 2018. George Soros n'a payé aucun impôt fédéral sur le revenu entre 2016 et 2018. Selon le porte-parole de Soros, entre 2016 et 2018, George Soros a perdu de l'argent sur ses investissements. Par conséquent, il n'était pas redevable d'impôt fédéral sur le revenu au cours de ces années. M. Soros soutient depuis longtemps une hausse des impôts pour les Américains fortunés.
Si l'imposition du gain en capital latent est souvent mise de l'avant, c'est aussi parce que les personnes riches peuvent utiliser bien d'autres moyens pour éviter, réduire ou contourner l'impôt. Ce sont les conséquences de ces opérations en termes d'inégalité sociale qui justifient aussi le besoin d'imposer le gain en capital non réalisé. Voici quelques-unes des stratégies célèbres les plus utilisées par les milliardaires. Fiducie de gel successoral. Habituellement, les super riches font leur plan de relève à l'avance. La fiducie de gel successoral est une stratégie de gestion d'actifs qui permet aux propriétaires d'actifs de geler la valeur de leurs actifs de nombreuses années avant de la transmettre à leurs héritiers. Cela permet d'éviter l'impôt sur les gains en capital. L'un des exemples les plus courants de gel successoral est la conversion des actions ordinaires en actions privilégiées. Si vous possédez des actions d'une société, vous pouvez les échanger avec la société contre des actions privilégiées. Le mécanisme gèle l'appréciation du prix de vos actions. En même temps, vous obtiendrez le dividende pour les actions privilégiées dont l'importante valeur peut vous permettre de vivre. Après votre décès, votre héritier pourra convertir ses actions en actions ordinaires et pourra profiter de l'appréciation du prix à ce moment-là. Profiter des paradis fiscaux. Il est vrai que le recours aux paradis fiscaux a fait la une des journaux, mais le mécanisme en soi n'est pas illégal, mais il prive effectivement les gouvernements de revenus et de taxes qui auraient pu être collectées. Cette stratégie d'évitement fiscal des riches consiste à transférer leur argent vers des paradis fiscaux. Les pays paradis fiscaux ne facturent pas d'impôts ou des montants insignifiants sur les gains en capital. Ces pays ne partagent généralement aucune information financière avec les autorités fiscales étrangères. Vous pouvez bénéficier des politiques fiscales de ces pays sans être résident. Normalement, ces paradis fiscaux sont de petite taille et n'ont pas de loi fiscale stricte. Les riches profitent des failles ou des avantages du système juridictionnel de ces pays et détiennent souvent de l'argent au sein de sociétés fictives ainsi que d'entités anonymes. La Suisse, le Panama, les îles Caïmans et le Luxembourg sont quelques paradis fiscaux populaires dans le monde entier. Utilisation d'options d'achat d'actions. Au lieu d'accepter une rémunération en espèces, de nombreux entrepreneurs super riches prennent leur salaire en options d'achat d'actions. Cela les aide à contrôler leurs impôts, car les options d'achat d'actions ne seront imposées que lorsqu'elles seront exercées. C'est par exemple une stratégie très utilisée chez Amazon. Donation aux organismes de charité et fondations. Faire un don à une œuvre de bienfaisance est l'une des tactiques les plus populaires des riches pour éviter l'impôt. Les dons de bienfaisance aident à déduire la juste valeur marchande de la contribution de l'impôt à rendre aux donateurs. En avril 2020, Bezos a déclaré qu'il ferait un don de 100 millions de dollars à Feed America, une organisation à but non lucratif qui exploite des banques alimentaires et des garde-manger. Gérer des actifs comme une entreprise, gérer le portefeuille d'actifs, des titres, des placements, de publicité et même des droits d'image et autres droits incorporels comme une entreprise donne plus d'avantages que d'être dans la tranche de l'imposition supérieure. Cela aide à réduire les impôts, à obtenir des salaires libres d'impôts et à réclamer des dépenses. Passons maintenant aux complexités de l'imposition des gains en capital non réalisé. Selon plusieurs experts, l'imposition des gains en capital non réalisé est complexe et peu pratique. Pensons seulement à un impôt payé sur des gains de crypto-monnaies non réalisés à la fin d'une année prospère alors que les mois qui suivent plongent le marché dans les abîmes. Sauf à penser à un mécanisme dans lequel on peut réclamer ses pertes ou se faire rembourser l'impôt payé en trop calculé au moment de la réalisation du bien. Cependant, quelques personnes plaident encore pour taxer les riches, et de leur point de vue, peu importe les obstacles, les riches devraient payer leur juste part d'impôt chaque année. Malheureusement, si imposer les gains en capital latent semble alléchant, cette méthode se heurte à un véritable problème. Celui de l'évaluation liée aux actifs non négociables. L'évaluation de la valeur des actifs non négociables chaque année peut créer de nombreux obstacles tant administratifs que fiscaux qui sont loin d'être simples à gérer. Même si on ne vise que les plus riches, la mécanique ne sera pas simple. Bien que de diverses propositions et que quelques-unes semblent attrayantes théoriquement, aucune d'entre elles ne donne une solution pratique et simple qui pourrait faire l'unanimité pour évaluer les actifs non négociables. Lorsqu'il s'agit d'imposer les gains en capital non réalisés, il existe également une divergence d'opinion entre les législateurs. Mais la question de l'heure est de savoir s'il est juste d'imposer un impôt sur les gains en capital non réalisés aux riches,
sans avoir une méthode robuste pour évaluer tous leurs actifs ou non? Ces propositions garantissent-elles que les riches paient leur juste part d'impôts chaque année? Un tel résultat n'est pas certain si on entend par là que les riches finiront par payer plus cher. Rien n'est moins incertain, d'ailleurs les tentatives du gouvernement du Canada d'augmenter les taux d'imposition afin les riches paient plus c'est non seulement avéré erroné, mais en bout de ligne c'est encore ceux des taux le moins élevés qui ont payé plus. Le fait est qu'au-delà d'un certain niveau, les riches sont les seuls à posséder les ressources nécessaires pour explorer des méthodes d'évitement fiscal plus agressives, et ce, peu importe les mécanismes qu'on met de l'avant. Cet argument est également valable même pour ceux qui estiment que le meilleur choix serait d'améliorer le système fiscal en corrigeant ces échappatoires. Là encore, il faut rester prudent sur les moyens de contourner le système. Bien que de nombreux contribuables aient un actif énorme sur le papier, ils ne détiennent peut-être pas beaucoup d'argent en main. Un impôt plus élevé sur les gains en capital, sur les gains non réalisés, peut les forcer à vendre certains de leurs actifs chaque année plutôt que de les utiliser de manière productive. À long terme, cela peut freiner la croissance économique des nations. Maintenant, une question pourrait surgir à l'esprit. Ces ultra-riches sont-ils prêts à payer plus d'impôts? Ces ultra-riches sont-ils prêts à payer plus d'impôts? Si vous pensez que seuls les législateurs, les économistes et les fiscalistes demandent l'impôt sur la fortune, vous avez peut-être tort. Les voix de soutien viennent également de nombreux milliardaires et multimillionnaires. Warren Buffett, Mark Benioff et George Soros sont quelques-uns qui ont plus ou moins apporté leur soutien à une hausse des impôts sur les ultra-riches. Mark Benioff, le fondateur, président et PDG de Salesforce, avec une valeur nette de 8,4 milliards de dollars, selon la liste des milliardaires du monde Forbes 2021, a fait une déclaration publique en 2019. Il a écrit que l'augmentation des impôts des personnes à revenus élevés comme moi aiderait à générer les billions de dollars dont nous avons désespérément besoin pour améliorer l'éducation et les soins de santé et lutter contre le changement climatique. En juin 2019, un groupe de 18 Américains ultra-riches, dont Abigail Disney et des membres des familles Pritzker et Gund, ont écrit une lettre ouverte demandant aux candidats à la présidence de soutenir un impôt modéré sur la fortune. Warren Buffett, dont la valeur nette s'élève à 96 milliards de dollars en 2021, a dit un jour qu'il était imposé à un taux inférieur à celui de quiconque dans son bureau. Mais les gens qui soutiennent les taux d'imposition plus élevés ne sont qu'une fraction négligeable des milliardaires. D'ailleurs, on pourrait penser qu'après cette déclaration, nombreux sont les milliardaires qui ont probablement demandé à leurs fiscalistes et conseillé comment obtenir les mêmes résultats. Michael Dell, avec une valeur nette de 45,1 milliards de dollars américains en 2021, a déclaré que des taux d'imposition plus élevés enverraient au gouvernement des dollars qui sont mieux gérés entre les mains des philanthropes. Ce dernier est tout à fait ouvert à payer plus d'impôts. Si la démarche devait être volontaire, ce serait subjectif, il faudrait encore vérifier si des chèques ont été volontairement envoyés au gouvernement en ce sens. Taxer les riches est toujours une question d'actualité qui touche aux inégalités, et pour laquelle on ne peut pas donner de réponse définitive. Si ce sujet vous intéresse, faites-nous part de vos réflexions à ce sujet dans la section des commentaires. Cela nous aide à la croissance de notre chaîne. N'oubliez pas de regarder nos autres vidéos sur la question pour savoir si l'exonération du gain en capital sur la résidence principale devrait être imposée ou limitée. Pour des vidéos comme celle-ci et bien d'autres, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur l'icône en forme de cloche pour recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo.